Salut tout le monde, c'est David et Amé de Otaku Manga Lounge, on espère que tout le monde va bien. Hello guys. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est notre premier live spécial nouveauté. Ça commence maintenant. C'était mauvais. Ça serait cool qu'on ait un petit jingle, c'est salut, c'est nous. Ouais, c'est ça. Comme qu'il y ait un petit jingle avec le logo et tout. Ça serait le fun, mais en live, je pense pas que ce soit possible. Tu fais ça vraiment au premier terme où t'as juste une pancarte que tu ramènes à chaque fois, genre au premier live. Ah, on pourrait faire ça. C'est déjà générique. Comme un PowerPoint qui fait des animations, mais en fait c'est une pancarte. Alors, je vais juste me brancher sur les commentaires, ça sera pas bien long, pas si ça veut bien fonctionner. Alors, salut tout le monde. Hello tout le monde, on a pas mal de choses aujourd'hui à vous présenter. Les sorties commencent à sortir, fait qu'on reçoit pas mal de choses. Rien qu'aujourd'hui, on a quoi, une dizaine à peu près? Même plus que ça, honnêtement, on a vraiment beaucoup de stocks. Puis il y a plein de stocks qui est arrivé aujourd'hui, puis hier, qu'on n'a pas eu le temps de lire, qui va arriver la semaine prochaine. Fait qu'on a encore des beaux programmes qui s'en viennent là, ouais. Allez, sans plus attendre. Alors, on vous présente les nouveautés, on vous montre les intérieurs. N'hésitez pas à poser vos questions ou quoi que ce soit, comme on fait d'habitude. On s'interrompra pour prendre vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. On commence par quoi? Cool, bah écoute, on va commencer par un que j'attendais vraiment beaucoup. Dans le sens où je voulais comprendre la hype derrière. Donc c'est Quintessential Quintuplet. Et je le prononce mieux qu'au début. Le titre imprononçable. Puis je voulais savoir l'histoire, pourquoi il y a une hype autour derrière le manga au Japon. Et en gros, au niveau de l'histoire, ça va être l'histoire d'un jeune garçon en fait, qu'on va suivre, donc qui va être notre héros, qui est au lycée. Et dans le fond, qui vit un peu pas dans la pauvreté, mais tu sais, il a de la misère à joindre les deux bouts avec sa famille, sa sœur et son père. Pour m'aider à cette situation et mettre mixer le fait qu'il a des vraiment bonnes notes à l'école, son père lui a trouvé un nouveau job. Donc c'est un job d'enseignant en fait. Puis il s'avère que ce nouvel job là va lui faire rencontrer en fait les fameuses quintuplés en fait, qui va être dans le fond les 5 étudiants qu'il va devoir gérer. Le problème c'est que chacune a sa personnalité, puis il va voir qu'au début il va avoir pas mal de misère. Toutes les 5 vont refuser et il va essayer de devoir justement les convaincre de remonter leurs notes pour qu'ils puissent mériter son salaire. Alors, qu'en as-tu pensé, Amélie? C'est quand même c'est du shonen harem, c'est assez classique dans la forme dont c'est fait. Puis j'ai trouvé que c'était un peu overrated en fait, parce que oui, c'est cool, honnêtement c'était une lecture plaisante sans problème, mais ça n'apporte pas grand chose de nouveau dans le monde du harem. Fait que ça, j'étais un peu déçue. Par contre, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils avaient des personnalités fortes. C'est des personnages qu'on va retenir, qui vont laisser leurs traces. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Toi? Comme je suis pas un gros fan du genre, c'est la comédie romantique, c'est très rare quand je m'y intéresse. Mais celui-là, quand même, réussi à me faire décrocher des petits sourires. Fait que je me suis quand même assez impliqué dans l'histoire. Mais comme tu dis, je te rejoins un peu sur le fait que je comprends pas encore toute la hype derrière, en fait. C'est un bon manga, c'est une bonne lecture, j'ai apprécié le lire. Personnellement, c'est pas mon style de lecture, fait que je le mettrai pas dans ma collection personnelle, mais je me suis quand même pris au jeu, mais pour quelqu'un qui ne met pas tant venant de ça, toi, c'est quand même positif, hein. mais je comprends pas encore la hype derrière. Ouais, non, c'est ça. Expliquez-nous pourquoi vous aimez autant ce titre-là, parce qu'on n'a pas compris. Et j'ai oublié de prendre un truc, mais il y a un truc vraiment cool, par contre, je vais aller le chercher. On a reçu une petite promotion avec ça, justement. Qui ravira tous les fans de la série pour le coup. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un truc cool, c'est que on a reçu des petits signets comme ça avec les 5 sœurs, les 5 quintuplettes, qui vont être collector, et qui sont gratuits en fait à l'achat des 2 premiers tomes de la série. Ça, c'est cool. Puis ceux qui connaîtraient pas du tout la série, on a des petits extraits gratuits aussi. Vous pourrez venir les chercher en boutique. On a les 2 premiers volumes qui sont sortis en même temps. Donc, on sent que c'est un gros démarrage de la part de Pika, honnêtement, de vouloir lancer la série, puis ils savent que c'est une valeur sûre, fait qu'ils n'hésitent pas à vraiment mettre toute la promotion pour faire plaisir aux gens, finalement. Ouais, complètement. C'est très très cool pour le coup. C'est vraiment cool. Donc, ouais.
finalement, bilan, on a bien aimé ça, bonne lecture, mais rien de révolutionnaire au point qu'on en parle tellement, quoi. Non, mais c'est ça, même vous, guys, hein, si vous avez cette fameuse hype autour de ça, moi je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire, puis que notamment ça bat des records, puis ça reach les tops de vente, même avec One Piece, avec Demon Slayer. Ah oui, c'est énorme. Là. Ouais. Fait que allez-y, mettez vos commentaires, dites-nous ce qui vous plaît vraiment dans cette série. Donc c'était Quintessential Quintuplets. Et puis le titre ne ment pas, sont vraiment des jumelles x5, donc des quintuplets. Ça c'était notre premier titre. Alors on va passer un petit peu par-dessus vos commentaires. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors Louis-Adrien nous donne une flash news, comme à son habitude, parce que c'est notre provider de news, Adrien. Le Promised Neverland se terminera la semaine... T'as dû oublier un mot dans la phrase, mais sans doute la semaine prochaine. Chapitre 180. Yeah. Bah, je sais pas. Ouais. En même temps, ça veut dire que ça se tient de bout en bout. Vaut mieux qu'il y ait une fin, puis que l'auteur ne fasse pas une suite, puis continue, parce que les fans veulent la suite, puis finalement ça fait un truc moins bon. Ouais, c'est ça, que ça devienne moins bon. Fait que... C'est une fin, comme on dit, puis non, j'ai pas hâte de voir la fin. Ouais, bien hâte aussi, c'est clair. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, by the way. Ouais, si on parle de Promised Neverland, on peut rebondir sur ça. Bah oui, allons-y. Fait que on a reçu deux, je sais pas si on a encore plus. Non, bah non, t'as tout vendu en une demi-heure. Parce que dans le fond, on a reçu le tome 12 de Promised Neverland ici en boutique tout dernièrement. Je sais pas si yes. Et en parallèle, en fait, ils ont sorti un roman. Donc c'est une série de romans. Donc c'est le tome 2 de la série, mais c'est chaque roman peut être pris individuellement en fait. Donc là pour le coup, ça va être les souvenirs de maman en fait. Donc ça va être les souvenirs des deux mamans, donc de Crona et de maman. Donc, il faut savoir que le scénario à l'intérieur, ça va être plusieurs petites histoires qui vont tourner autour de ça, que ce soit dans le fond leur vie avant de devenir maman ou leur vie pendant leur service finalement. Et tous les tomes, toutes les histoires plutôt sont canon. Donc c'est vraiment la scénariste qui fait le manga, qui les a écrits, qui supervise l'œuvre en fait. Fait que si vous voulez en savoir un peu plus sur l'univers, puis approfondir tout ça, foncez, c'est très très cool, très cool pour le coup. Et by the way, je m'excuse auprès de notamment Charles, mais aussi d'autres personnes à qui j'ai pu dire ne l'achetez pas parce que c'est le tome 2. Parce que en fait, c'est ça, comme c'est effectivement le deuxième volume de Light Novel, mais c'est des histoires qui sont prises séparées. Donc je m'excuse auprès de ceux à qui j'ai pu dire l'achète pas, c'est le tome 2 parce que vous pouvez le lire en fait. C'est correct. C'est ça, c'est pas une suite, c'est chaque tome peut être pris individuellement sans problème. Voilà. Et ça, c'est David qui me l'a appris tantôt quand j'ai dit « Oh, ça sert à rien qu'on en parle. Ouais. » Super. Sabrina, tu nous demandes comment on va. Bah, tu vois, on est en forme, on va bien, on a des nouveautés à lire. Fait que, écoute, ça pourrait pas aller mieux. Il y a du bon stock. Et Samy-Claude, tu dis les graphiques sont cute. Je suppose que tu parlais de Quintessential Quintuplets. C'est effectivement, bien maîtrisé au niveau du dessin. Ouais. Jiska, tu es contente de la version collector, je suppose, du coffret. Tu as été une des rares chanceuses à avoir le coffret collector de Promised Neverland. On espère en revoir pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'en avoir. On n'a pas reçu beaucoup, que normalement ils doivent s'en venir, mais... Ok, ben next. Salut. Salut. Ça va bien. Ben oui, ça va et toi? Allons-y avec la petite faiseuse de livres. Oui. Je pense que tu vas être plus à même d'en jaser. Ouais, alors la petite faiseuse de livres, dernière publication Ototo, que j'ai adoré. Alors, c'est l'histoire, en fait, ça commence par un drame complètement improbable. C'est une fille qui est passionnée de livres et de lecture, et elle a une énorme bibliothèque, puis un jour il y a un tremblement de terre, et sa bibliothèque s'effondre sur elle, puis la tue. Et donc, avec des buts complètement ridicules. Et donc, au moment de mourir, en fait, juste avant de mourir, elle fait le souhait, mon Dieu, s'il existe une vie après la vie, enfin après la mort, j'aimerais au moins, quelle que soit la forme que je vais prendre, être capable encore de lire. Et son souhait, entre parenthèses, est à moitié exaucé puisqu'elle se réincarne effectivement. Donc on est sur une forme de isekai en fait. Elle se réincarne dans cette petite fille qui est aux cheveux bleus, qui s'appelle Mine, et puis qui a une santé très très fragile, et c'est dans un royaume médiéval. Sauf que le problème c'est que
l'autre moitié de son souhait, à savoir pouvoir lire, n'est pas vraiment exaucé, puisqu'elle se retrouve dans un royaume où les livres n'existent pas. Il n'y a même pas d'écriture. En fait, c'est un royaume... Comme c'est dans des temps anciens, les livres sont très très rares, ils sont extrêmement dispendieux, réservés à l'élite. Réservés à l'élite. Et la plupart des gens ne savent même pas lire et écrire. Et donc, complètement désespérée, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie là-dedans? Fait qu'elle prend sa vie en main et elle décide, puisqu'il n'y a pas de livres, moi je vais fabriquer des livres. Sauf que, donc voilà, c'est tout son parcours pour arriver à la fabrication d'un livre, mais elle va se heurter à plusieurs embûches, et notamment au fait que déjà le papier n'existe pas. Fait qu'en fait, à chaque fois qu'elle avance un petit peu dans sa connaissance de comment on fait un livre, elle finit par reculer parce qu'il y a des trucs qu'elle n'avait pas prévus. Donc c'est cool parce que c'est un bel hommage au livre. Je vais vous montrer un petit peu quelques images. Au niveau du dessin, rien de formidable, assez classique, assez informatique. Je dirais. Ça se voit que c'est pas dessiné à la main, enfin c'est dessiné de façon informatique, ce qui est pas dérangeant, mais c'est pas forcément ça qu'on remarque. Ce qui est surtout cool, c'est que c'est un super bel hommage au livre et à la lecture. Donc si vous avez aimé par exemple Magus of the Library, vous allez forcément aimer ça. Si vous avez aimé aussi l'imprimerie des sorcières, vous allez aimer ça. Donc voilà, une belle découverte, puis ça change de ce que fait Ototo habituellement, fait que c'est assez rafraîchissant. J'ai bien aimé parce que ça m'a fait penser à une petite vibe Les Misérables en fait, dans la situation. Puis la couverture quand il est arrivé en boutique, je pensais vraiment que que ça allait être vraiment un truc tout cute, tout mignon. Puis non, finalement, parce que genre l'héroïne meurt au début pour le coup. Fait que non, c'est ça. Ça va, elle meurt, mais on voit pas on voit rien. On la voit juste en fait en train de comme basculer avec les livres, mais ça va. Non, c'est ça, c'est comme il n'y a rien de trash ou de violent. T'imagines si on voyait un livre lui fendre la tête en deux, puis bye Rash. Voilà, donc c'est la petite faiseuse de livres, très très beau livre qui parle de livres en fait. Un petit hommage. Ouais. J'ai un commentaire sur Quintessential de Louis Adrien qui dit: mes amis otaku m'ont dit que l'œuvre change des shonen et des seinen parce que l'écriture est bonne et que l'écriture est bonne sans être transcendante. Ok, bon. C'est pas mal ce que j'ai ressenti, c'est comme l'histoire se tient bien. Ouais, se tient, et puis voilà. Ouais. Je pense que le point fort de la série, ça va vraiment être sur la construction des personnages, puis l'évolution des... Ouais, le character development. C'est ça, l'interaction entre eux. C'est ça que je pense aussi. Parce que juste dans le deuxième tome, à la fin du deuxième tome, tu vois déjà que la relation évolue bien, finalement, puis tu en apprends un peu plus, que c'est très très cool. Ouais. Et que, encore une fois, à voir avec le troisième, pour voir s'il continue comme ça. Carrément. Ok, on continue avec notre prochaine... Alors, on va parler d'une réédition qui me tient beaucoup à cœur. Fait que ça fait partie des mangas qui me donnent cette fameuse vague de petites boules de nostalgie. Notamment avec la réédition de Shaman King. Yeah. C'est de même. Donc on a... ce qui est bien en fait, c'est que Kana a repris la série, qu'elle avait les droits. Puis elle a refait la série, mais elle a fait 2 tomes pour la première sortie. Fait qu'on a le premier tome ici, puis on a le tome 17. Donc, le dernier pour le coup, qui va apporter la vraie fin en fait. Fait que dans le fond, je sais pas. Peux-tu expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire de fin bizarre? En gros, c'est à l'époque, donc il y a plus de 12 ans, l'auteur en fait avait écrit son truc puis s'était arrêté en fait. Suite à ce hiatus en fait, l'auteur s'est fait harceler littéralement par ses fans, dans le sens où les fans sont allés jusqu'à faire une pétition puis récolter des signatures pour lui faire bouger et puis pour que l'auteur reprenne l'écriture finalement. Il a craqué, il a cédé. Donc il a repris l'écriture puis finalement il a terminé sa série. Une fois qu'il a terminé Shaman King, donc ça fait déjà plusieurs années que c'est fini au Japon, il a même fait plusieurs suites. En fait il s'est rendu compte qu'il voulait continuer à écrire sur l'univers puis sur l'histoire, fait qu'il a fait 2 spin-offs, donc 2 petites suites si on peut dire même, dont une avec son fils, le fils de Yu, puis une autre avec... Ah non, pas le fils du mangaka, le fils avec le fils du personnage. C'est comme, il a-tu dessiné avec son fils pour voler? Non, avec le fils du héros en fait. Et pour le coup, c'est très très cool qu'ils aient pris la peine de sortir la fin, puis qu'on n'ait pas à attendre plusieurs années. J'ose imaginer, parce qu'il y a quand même beaucoup de volumes, pour avoir la fin, puis pour pouvoir la lire en fait. Personnellement, en tant que fan, j'apprécie vraiment le petit geste de la part de Kana. Puis la fin est cool.
pas révolutionnaire, mais la fin est cool, elle conclut bien la série. Ok, fait que t'as lu la fin aussi. J'ai lu la fin aussi, oui. Ok. J'ai pas attendu, voyons. Je me disais. Mais non, la fin est cool. Peut-être même un peu trop rapide, mais il aurait pu comme expliquer un peu plus, mais finalement, ça se conclut super bien. Ok. Fait que, ouais, si vous êtes fan de la série, c'est une série qui se découvre bien. Puis l'auteur a repris la peine en fait de refaire l'édition. Voilà, c'était ça ma question. Il y a des choses qui ont été refaites. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste pour le premier tome, par exemple, sur l'entièreté des pages, fait qu'il y en a 200-300 de mémoire. L'auteur en a redessiné 220 en fait sur le tome. Puis il va faire ça en fait pour tous les volumes. 220 quand même. Ouais, c'est qu'il y a un gros travail de réédition puis de redessinage, on peut dire ça, de la part de l'auteur, où il va refaire avec la technique qu'il a actuellement, fait que plus fine, plus ronde, vraiment même mieux travaillée finalement. Ouais, ça modernise un petit peu. C'est ça. Parce que faut dire quand même que les dessins de Shaman King sont quand même assez ancrés dans leur époque début 2000. Fait que c'est quand même cool qu'il ait retravaillé, quoi. Parce que... Ouais, non, puis c'est ça, ils ont pas juste fait une édition, genre voilà la fin, puis voilà. Débrouille-toi avec ça. Non, c'est vraiment une édition qui a été refaite vraiment avec tout ce qu'il fallait finalement. Puis la particularité, c'est que quand on les met l'un côté de l'autre, puis moi je suis un gros fan de ça, c'est que au bout du compte, ça va faire une fresque en fait. C'est ça. Comme dans Soul Eater. Puis moi je capote. Quand il y a des frises sur les mangas, je trouve que c'est la meilleure chose. J'avoue, c'est beau sur une bibliothèque. Tellement beau. Ok, bon bah parfait. Alors moi j'ai jamais lu Shaman King de ma vie. C'est comme un des classiques qui me manque. Parce que j'étais trop vieille quand c'est sorti, puis ça m'intéressait plus. Ouais, je sais. Donc là je vais me mettre à le lire parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. C'est quand même un monument. Ceux qui n'ont pas lu Shaman King, ça reste un des gros classiques du shonen. Fait que profitez de la réédition, allez-y. Puis même avec les dessins, la remise au truc, c'est un manga qui se relit vraiment très bien, même pour ceux qui ont un peu peur du contraste entre les ça a été fait il y a longtemps, puis, genre comme non, les dessins sont là justement, je pense, pour ramener d'autres personnes sur la série, moderniser un peu. C'est ça. Puis non, très cool. Sabrina nous dit j'ai les 3 premiers tomes de la série originale. Alors c'est sûr que t'as vu, ils sont plus épais, hein, donc ils vont pas être il y aura moins de volume que dans la série originale, donc ça va pas être, mais je crois pas que ce soit un 2 en 1, c'est ça le truc. À la base il y en a 32, mais vu qu'on adapte la fin, vu qu'on sait pas trop on sait pas exactement, mais parce que je sais que dans Slam Dunk ce qu'ils ont fait c'est des 1.5 volumes, fait que le découpage va pas être exactement le même, fait que fais attention si tu rachètes la nouvelle de là où tu commences. Puis même, je veux dire, si tu veux rembarquer sur la série, dis-toi, puisqu'ils ont fait celle-là, l'ancienne version ne sera plus disponible. Je pense qu'elle l'est même déjà encore, fait qu'elle est plus trouvable, à moins de la trouver en occasion. On en a plein en occasion. Ouais. Puis, fait que c'est ça, à toi de voir. Allô Nicolas, t'as pas besoin de t'excuser pour le retard, c'est bien correct. Ok, prochain manga. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions sur les nouveautés, on est là pour y répondre. On les a toutes lues. Enfin, sauf Shaman King pour moi. Mais bon. Moi, j'en viens pour refaire contraste. Ah oui. Puis aller avec Orochi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais je vais l'ouvrir par contre. Ce serait dommage. Alors, Orochi. Orochi qui est une... En fait, c'est la première fois que le livre est édité, mais il a été écrit en 1969. Alors là, pour le coup... pour le coup, je suis pas si vieille que ça, j'étais pas née, hein, je vous rassure. Je vais vous l'ouvrir pour voir un petit peu les dessins. Donc, Orochi, c'est par Kazuo Umezu, donc, qui est un des maîtres du Gekiga. Donc le Gekiga, j'en ai parlé souvent, c'est ce genre de manga assez noir, un peu thriller, un peu horreur, qui a été créé dans les années 60. Puis Kazuo Umezu est quand même considéré comme le maître de ça, c'est lui qui a écrit L'école emportée notamment. Et puis c'est aussi lui qui a été le maître de Junji Ito. C'est quand même pas n'importe qui, voilà. C'est le maître avant le maître actuel. Ouais. Donc si vous aimez Junji Ito, vous aimerez forcément Kazuo Umezu, ça c'est certain, mais c'est plus ancien. Alors Orochi, c'est le premier volume, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est plusieurs histoires courtes à l'intérieur. Toutes ces histoires courtes vont être des petites histoires d'horreur qui vont avoir comme seul point commun le personnage de Orochi, qui est la jeune fille de la couverture.
Et en fait, ça explore un petit peu tous les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Et Orochi est là pour... Elle arrive dans la vie de ces gens-là un peu de manière comme complètement random. Pour essayer de résoudre les problèmes de ces gens. Que eux-mêmes se créent de par leur psychologie un peu tordue ou quoi que ce soit, mais en général ça manque. En général elle fait elle sème le trouble plus qu'autre chose et ça devient du grand n'importe quoi. Donc ça donne de l'horreur mais quand même assez soft. Je le compare un peu à Edgar Allan Poe au niveau du roman, parce que c'est des petites histoires courtes dans un setting un peu effrayant, mais c'est pas gore, c'est pas comme explosif de sang. Ça a l'air de se rapprocher de ce que Junito fait présentement, c'est genre mêler de l'horreur avec le côté psychologique, avec les peurs, les phobies et tout ça. C'est en plus soft évidemment. Je vais le montrer aussi. Mais oui. Parce que ce qu'on était capable de montrer dans les années 70, 60, pour le coup, il y avait la censure derrière les mangas et tout, ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est différent, c'est une vibe différente, mais c'est très très cool pour le coup. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, mais il faut pas vouloir de l'horreur heavy, sinon vous n'allez pas aimer ça. Mais moi j'ai vraiment trippé, là, c'était vraiment cool. Puis comme j'ai dit, c'est plusieurs histoires courtes. Qui ne sont pas en relation entre elles, sauf à travers notre personnage principal, qui ont comme différents settings, différents personnages, etc. Je cherchais une image qui est en fait en particulier qui est très très connue, qu'on voit très souvent, mais je la retrouve plus. Hop. Je continue à vous montrer un peu les images. Serpent qui est un peu pas dans le genre. En fait, c'est plusieurs histoires courtes. Je vais vous montrer. Qui est du même auteur pour le coup. Qui a plusieurs histoires courtes qui sont même chose reliées entre elles, puis le seul point commun ensemble ça va être le concept de la femme serpent. Fait que je pensais que c'était juste vraiment un indie, mais ça a l'air d'être un pattern qui refait puis qui marche finalement. Ok, mais je l'ai pas lu moi celui-là. Puis c'est Kazuo Uematsu, de toute façon c'est le même auteur clairement. Fait que voilà, donc ça c'est Orochi pour tous les fans d'horreur un peu underground. Tant qu'on est dans les classiques, ah bah oui, on va parler de la réédition de Maison Ikoku, excusez-moi, qui est la Perfect Edition, qui est dans le même site que l'édition de Ranma pour le coup. Et pour ceux qui connaîtraient l'animé, qui sont suffisamment vieux pour connaître l'animé, c'était Juliette Je t'aime en animé en version française. Le nom n'a rien à voir par exemple. Rien à voir. Fait que même chose, c'est la Perfect Edition super belle, super cool, les couleurs sont super nice, du moins pour la couverture. Puis, petite chose intéressante, c'est que dans chaque volume, va y avoir un petit signet. Ils sont beaux. Ouais. Alors, c'est très old school comme dessin. Il faut savoir que c'est un des premiers mangas que l'auteur a dessiné. Donc elle était très très jeune. Elle n'était pas encore majeure, je pense. Elle devait avoir 16 ans. Elle a commencé sa carrière vraiment très jeune. Donc l'auteur c'est Rumiko Takahashi, donc la même auteur que Ranma, puis qu'on surnomme un peu la reine du shonen parce que ça a été la première auteure femme à vendre autant de shonen que des hommes, quoi. Exact. Elle a commencé vraiment très très tôt pour celui-ci. Puis en gros au niveau de l'histoire, c'est pour l'avoir fait de la lecture ce matin. Exactement, sans rien vous cacher. Au début, ça m'a fait un peu peur parce que ça a été écrit dans une période différente de celle d'aujourd'hui. Puis ça aborde des sujets assez pas sérieux, mais sensibles, mais de façon vraiment assez désinvoltement en fait. Ok. Puis au début, c'était comme ok, non, ouais, peut-être pas en fait. C'est notamment genre comme il y a des trous dans les appartements dans lesquels ils vivent, puis les voisins se glissent dans les trous pour aller faire du voyeurisme. Puis je suis comme ouais, on a. Alright, ok. Dans un shonen. Puis mais c'est très vieux, hein. Je veux dire, c'est une autre mentalité, puis. Alors, je vois, ça a été écrit en 87, ce qui correspond très exactement à mon année de naissance, et tu viens de dire que c'est très vieux. Merci, David. Merci. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais oui, c'est vieux pour un manga. Mais non, ça a été écrit il y a quand même longtemps, hein, je veux dire. Je te niaise. Tout s'en parle maintenant. Mais non. Mais non. On va montrer un peu les dessins quand même pendant que tu continues à expliquer. Mais c'est au niveau de l'histoire, en fait, qu'on va vraiment suivre
une maison, d'où la maison Ikoku pour le coup, mais c'est comme, elle est présentée comme une espèce d'auberge en fait, où on a plusieurs résidents, donc on a une maman avec un enfant, on a un salaryman, on a un étudiant, puis on a une femme qui travaille qui tient un bar, puis qui travaille dans le domaine de la nuit en fait, ce qui crée pas mal d'agitation. Le truc c'est que chacun a une personnalité assez explosive en fait, qui fait que à l'intérieur ça pète tout le temps, il y a toujours des trucs qui se passent, il y a toujours de l'animation, puis ils sont même connus dans le quartier pour que ce soit une maison en problème en fait. Fait que c'est dire à quel point. Puis on commence l'histoire en fait où l'ancien concierge a quitté disant j'en peux plus, je m'en vais. Il a juste dit fuck off, je m'en vais, je me casse. Puis on a aussi d'enfant la nouvelle concierge qui va arriver. Ça fait un peu contraste puisque cette concierge est assez jeune, elle est très très belle. Puis ça va être au début du moins le fil rouge de l'histoire, dans le sens où notre étudiant qui va être notre héros principal va vouloir tout faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il a eu un coup de foudre pour sa nouvelle concierge, puis il va faire tout. Il va tout faire en fait, même s'imaginer des films. C'est assez drôle. Ah ouais. Ouais. Et que, ce qui est très très cool avec lui, c'est que l'humour de Rumiko Takahashi vient vraiment reprendre le dessus, ce qui fait que la lecture se fait vraiment très très bien. Pour le coup, c'est vraiment de l'humour à la Ranma. Dans le même style que dans Ranma, par exemple, au début, on a la sœur de Ranma qui vend des photos de sa sœur en petite tenue à l'école. Je veux dire, c'est comme. C'est Rumiko Takahashi. Ouais. Elle est vraiment excellente. Mais c'est très très cool en soi. Ça se lit super vite. J'ai comme en l'espace de quelques minutes, j'étais rendu à la moitié du tome en fait. Puis c'est des tomes augmentés. C'est qu'on a plus d'un volume pour le coup. Encore une fois. Le redécoupage, c'est la galère. Donc voilà, encore une Perfect Edition de chez Glénat qui est super bien faite. On s'entend qu'en ce moment ils font beaucoup de rééditions en Perfect. Puis je suppose que dans celle-ci les traductions ont été revues encore. Oui, c'est pas mal ça qu'ils font en le général. dessin est aussi différent par rapport à Ranma vu que c'est vraiment sa première œuvre. Puis que c'est ça qui sent, mais c'est pas à 100% la même chose. Puis j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était par rapport à la traduction, la retraduction. Ouais, ils ont refait ils ont refait les traductions et tout ça, puis l'histoire a été refaite, puis non, je veux dire autre chose. Bon, ça me reviendra. En attendant, je vous montre à la fin, il y a une interview de l'auteur qui est quand même assez cool. Moi, j'aime bien ça dans les Perfects. Tu découvres des aspects du manga que auquel tu n'avais pas forcément pensé par toi-même, donc quand même cool. As-tu retrouvé ce que tu voulais dire? Je pense. Je voulais parler du fait des rééditions que tu as abordées il y a quelques minutes, du fait que les rip-off, en fait, les rééditions, puis ça devient la nouvelle mode en fait. Oui, c'est vrai. On a eu plusieurs vagues de mode avec les sekai, avec le survival, puis là c'est vraiment le old school qui la mode du old school. C'est ça. Exactement. Le fait de réadapter quelque chose, qui est très très cool parce que pour le coup ça nous fait découvrir des œuvres comme celle du Mizu. Mon Dieu. Comme Kaozu, c'est ça, comme Orochi. Et la maison Koku, pour le coup, qui était plus trouvable jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai, ça donne l'occasion de se replonger là-dedans alors qu'on n'aurait pas forcément pensé à le faire sans la réédition. Shaman King aussi, pour le coup. Non, c'est ça, pour le coup. Très cool. Avec Maison Ikoku, Juliette Je t'aime, en réédition Perfect de Rumiko Takahashi. Roselyne nous demande est-ce qu'on a la princesse et la bête. Oui, on a la princesse et la bête de 1 à 9 si je me rappelle bien, mais il n'y a pas eu de nouveauté sortie de ce côté-là récemment. Et puis Samy Claude nous demande combien de volumes. Est-ce que tu parles de Maison Ikoku? Il y a un moins, je pense que c'est une dizaine tout au plus, c'est quand même une série assez importante. On va regarder, pour l'instant c'est sûr que c'est juste un volume de sortie. Je le sais. De mémoire, elle n'était pas aussi grosse que Ranma. Ranma était vraiment une de ses plus grosses, aussi pas la plus grosse des séries qu'elle a écrites. Ah bah non, la plus grosse c'est René, qui est encore en cours de parution, clairement. C'est pas annoncé encore, j'ai l'impression. Ah si, 10 volumes terminés, c'est ça que je vois dans cette nouvelle édition. Ok, ça correspond du coup avec la maison, la version Bunko. Peut-être. Ouais. Okay. Mathieu dit rien n'est vieux. Oui, effectivement, c'est pas vieux, c'est un classique.
Façon de tourner, ça. Et on n'est pas vieux, on prend de l'expérience, voilà. C'est ça. Et Samy, tu nous dis c'est une maison qu'elle voyait depuis sa chambre d'étudiante qui lui a inspiré ce manga. Oh, c'est très cool comme anecdote. Merci pour l'anecdote. Louis-Adrien, tu nous dis quand on parle d'Orochi, tu as toujours en tête le shogun Orochi dans One Piece. C'est vrai. Voilà. J'avais pas fait le lien, mais effectivement. Et tu nous demandes si on a le tome 93. Oui, on a le tome 93 de One Piece, effectivement. On l'a en stock. Next. Pour y aller avec la saison de Fuchan, qui est très très cute. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est grosse découverte. Les saisons de Fuchan de l'éditeur Le Lézard Noir, donc le même qui faisait Orochi, mais c'est une collection, une sous-collection qu'ils ont lancée qui s'appelle Le Petit Lézard, et qui c'est une collection pour les enfants. Mais pourquoi je vous le présente, bien que c'est un aspect vraiment enfantin, c'est que c'est vraiment cool pour deux choses. Premièrement, si vous essayez de commencer à lire le japonais, que vous êtes débutant, et deuxièmement, si vous voulez en connaître plus sur la culture japonaise. Parce que, en fait, les saisons de Fuchan, c'est la petite fille du centre, puis elle va se promener de saison en saison, enfin de mois en mois, puis chaque mois va être comme attribué à un événement culturel. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quoi les Japonais associent chaque mois. Genre, tu sais, nous on dit décembre c'est Noël, normal. Mais les Japonais non. Donc... Ils ont toute une vision, même au niveau des vacances et tout ça. Genre comme par exemple, nous, les vacances de Noël, on a jusqu'à pas mal, un mois à peu près. Ouais. Mais au Japon, c'est uniquement quelques jours. Oui. Fait que Noël est célébré différemment, les vacances sont célébrées, les vacances de l'école aussi, c'est l'été et tout ça, sont différents. Oui, il y a plein de choses qui culturellement sont pas du tout les mêmes que les nôtres au niveau des fêtes, des dates, etc. Non, donc là, voilà, avril c'est le mois de Hanami, juin c'est la saison des pluies, concept complètement étranger chez nous. Fait que bref, ça donne vraiment de l'info sur la culture japonaise, ça donne envie de se renseigner. Puis l'autre point, donc c'est pour si vous commencez à lire le japonais, en fait, bon, déjà d'un côté vous avez une illustration qui est quand même super cute, puis de l'autre vous avez le texte en français. Et ici, le texte en japonais. Et si vous voyez, si je vous le rapproche, c'est un texte en hiragana avec quelques kanji, mais très très simple. Fait que si vous avez, je dirais, un petit peu moins d'un an, peut-être entre 6 mois et 1 an d'expérience en apprentissage du japonais, ben pour vous entraîner, c'est super sympa. Moi, j'ai mis un temps infini à le lire parce que je me suis forcée à lire toutes les parties en japonais pour essayer de me rappeler de mes kanji que j'oublie à une vitesse phénoménale. Puis tu vois, il y a des super belles illustrations aussi. Et donc, je trouve que c'est un super livre, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les gens qui veulent en savoir plus sur le japonais et le Japon en général. Donc vraiment une super belle découverte que je conseille vraiment. Les saisons de Fuchan. Voilà. Cool, on pourrait y aller avec Yankees. On va changer de registre. Avec Yankees, personnellement je l'attendais beaucoup parce que c'est du Furio comique en fait. C'est très très cool puisque les héros principaux sont des chats. Tout simplement. C'est qu'on va suivre notre héros qui est ici sur la couverture. Je vais le montrer. Qui va arriver en fait dans un quartier, puis c'est un peu un chat solitaire, puis il connaît pas trop les règles du quartier, donc qui pourrait être mis en comparaison avec les règles de la rue, le fameux code d'honneur des Yakuza par exemple, ou des gangs de rue. Puis il s'avère qu'il va rencontrer une bande, il va se faire rétamer, il va les rétamer par la suite, et il va rétamer le boss de la bande. Là du coup un peu, le boss va essayer de le retrouver, puis écoute, les règles sont strictes, c'est comme des moments où le boss se fait battre, l'adversaire du boss devient le prochain boss du quartier. Normal. Puis lui, il va dire quoi, j'ai pas envie, je fais ma vie de mon côté, jusqu'à un moment il va faire la rencontre d'une chatte finalement qui va plus ou moins tomber amoureux, puis c'est pas mal ça qui va le motiver à les rejoindre, puis faire carrière dans le monde de la rue, pour le dire, si on peut dire ça. La façon dont le manga est abordé, c'est très très cool parce qu'on a vraiment ce côté où on les voit en forme humaine, puis on les voit en forme de chat en fait. C'est que ça se veut sérieux à certains moments, puis des moments où ça se veut un peu trop sérieux, l'auteur les ramène en mode attendez gars, c'est juste des chats. Par exemple, le héros est entouré par les premiers chats du quartier justement, et ils sont là, ouais tu vas voir, on va faire la fête et tout, comme des gangs de rue. Puis finalement, il s'avère que plus loin, il y a des humains en fait qui sont assis sur un grand parc qui va essayer de nourrir les chats. Puis finalement, ça vient vraiment
enlever ce côté sérieux, puis on se dirige directement sur l'humour du manga, notamment l'héros qui va faire le bon justement pour se faire nourrir. Qui va se faire nourrir par les humains. Puis c'est notre héros solitaire finalement recherche un autre chat qui a une balafre au niveau de l'œil. Et en gros c'est ça le plot twist. C'est super cool, super drôle, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que ce sera une petite série. Okay. Moi je vois pas plus de 5 tomes. Ok. 10 à la limite parce que dès la fin du premier tu vois que ça avance vraiment très 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 vite. Ok. Mais c'est une petite lecture qui change, qui fait du bien, on va dire. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, au contraire de toi, je savais pas à quoi m'attendre du tout. Il était sorti en anglais, mais j'avais pas tant pris la peine que ça de le feuilleter. Donc je l'ai vraiment juste pris comme ça. Je me doutais avec le titre Nyankees que ça allait être un Furio, on s'entend. Mais à part ça, j'avais pas plus d'idées. Puis j'ai capoté. Je me suis tellement éclatée. J'étais en train de me marrer. J'étais au lunch toute seule ce matin parce qu'il y avait des travaux ce matin. Donc là, je suis venue tôt pour ouvrir aux ouvriers. Donc j'ai lu celui-là pendant ce temps. Et j'étais en train de me marrer comme une baleine toute seule à côté. C'est vraiment excellent. Je sais pas si on trouvait le moment, mais à un moment, il arrive sur une arrière-cour où il y a des cartons de déménagement. Oui. Puis c'est malade. Comme tout chat, en fait, il va se mettre dans le carton. Il était comme mais ça fait du bien d'être dans un carton où on se sent serré en sécurité. Puis ça veut dire que tu switches en fait du côté chat ou côté humain où tu vois juste un humain. Tu vois juste un humain comme ça. Et puis finalement, il se fait attaquer alors qu'il est encore dans son carton, en train de faire la sieste. Et là, il est coincé, il peut plus sortir. Fait que tu le vois juste en train d'essayer, autant en tant qu'humain qu'en tant que chat, en train d'essayer de se libérer de son carton. C'est malade, c'est vraiment drôle. Les dessins sont vraiment beaux au niveau anatomique, autant au niveau des personnes que des chats. Comme disait Cédric tantôt, c'est pas mal un Sunken Rock version chat. Il y a quand même, regarde, ça vous donne quand même une idée du niveau de maîtrise de l'auteur. Donc, il pourrait clairement faire un manga vraiment purement Furio, vraiment classique en fait. Puis il a vraiment un très bon coup de crayon au niveau des bagarres en fait, même ça qui donnerait vraiment bien dans un manga Furio classique en fait. Complètement. Complètement. Donc si vous voulez vous éclater, si vous aimez la baston et les chats, et si vous aimez rire quand vous lisez un manga, allez avec Nyankees, c'est vraiment très génial. Voilà. Et puis ce côté d'alterner la vision entre la vision humaine et la vision chat, c'est juste phénoménal. Ah, il y a la version de le petit épisode de la boîte dont on vous parlait à l'instant. Voilà, quand il est coincé dans sa boîte en tant qu'humain puis en tant que chat. Voilà. Donc très très cool, belle découverte. Ouais. On va y aller avec un truc un peu plus, on parlait de dessin, de trucs qui sont beaux et tout ça. C'est que allons-y avec. On a reçu 2 artbooks en fait. 2 magnifiques artbooks. Et qu'on a reçu celui-ci, qui est, je sais pas si on le voit bien avec la caméra, qui est l'artbook en fait un des premiers artbooks je pense, ou des dernières artbooks le premier. Sur Junji Ito en fait. Fait que c'est pas mal des dessins de l'auteur qui vont reprendre plusieurs dessins de ces séries différentes. En fait, c'est divisé en 3 parties. Fait que la première partie c'est Uzumaki, la deuxième partie c'est Tomie, puis la troisième partie s'appelle Other Works. Donc tout mélangé. Puis j'aime beaucoup. Attends, je vais te laisser le montrer. Ouais. J'aime beaucoup dans le fond, chaque partie va aborder un style de papier différent en fait. Ouais. Qui va faire que le rendu va être vraiment différent. Ils ont vraiment poussé ça à l'extrême, dans le sens où c'est pas juste un artbook avec du papier glacé et puis que c'est beau machin. Non, il y a vraiment un travail derrière, un travail d'édition. C'est vrai qu'au niveau de l'édition, on va pas trop le voir à la caméra, mais c'est un très très bel édition. Qu'on a beaucoup de pages couleurs en papier glacé, puis il y en a les pages qui sont en noir et blanc, sont une espèce de papier un peu plus dru, un peu plus rêche, qui est très très cool pour le coup. Désolé, on ne voit plus quand tu parles, mais c'est parce que le livre est grand. Oui, non. Et que ouais, superbe. C'est sûr que si vous aimez le artwork de Junji Ito, c'est rare de le voir comme ça colorisé de cette manière. Et puis effectivement, l'édition est magnifique. Puis il est pas si cher pour une aussi belle édition, il est $47. Fait que honnêtement, pour un artbook de cette qualité, c'est vraiment appréciable. J'ai beaucoup pensé au artbook de Death Note, le fameux White Black, qui est juste magnifique, qui est un peu plus grand pour le coup, mais il y a vraiment un gros travail derrière. Puis pour eux, ça vaut la peine. Vraiment. Puis donc on a eu un autre artbook. Puis on a eu le deuxième, on a eu celui-ci. Alors c'est une première, parce que j'avais jamais vu ça.
une première pour moi du moins. J'avais jamais vu ça avant. C'est un artbook sur un animé en fait. Donc c'est l'artbook de l'animé de Naruto. Et qu'on va couvrir toutes les parties, fait que la partie Naruto et Naruto Shippuden. Tout est en couleur, mais d'amener différemment en fait. Ouais. Où on va avoir des exemples de dessins qui ont servi à l'animation, des petits dessins qui sont comme dans un artbook. On a des interviews avec le réalisateur de l'animé, qui est très très cool, et qu'on a un peu le behind the scene en fait derrière l'animé, comment ça a été fait, quelles ont été les techniques, j'imagine. On a des interviews avec les seiyuu des personnages, très très cool aussi. Puis pas mal de choses, je pense qu'il y a aussi une interview avec l'auteur évidemment. Ouais, je suis justement sur cette page là, je pense. Ouais, puis j'ai l'impression que tu peux le prendre dans des deux Mais bords. j'allais te poser la question, est-ce que tu as élucidé le truc qui me fuck le cerveau depuis tantôt, de pourquoi il y a une couverture rouge puis une couverture bleue et que tu peux le prendre dans les deux sens? On sais-tu pourquoi? Mais j'ose imaginer que c'est le côté Naruto puis le côté Sasuke. Oui, probablement. J'ose imaginer. Mais voilà, tout laisse à croire qu'on peut le prendre dans les deux sens. C'est très très original pour le coup. Cool. Fait que c'est ça, nouvelle artbook. C'est par les deux. Il nous reste 3 titres à vous présenter. Ah oui. Alors lui, Laughter in the End of the World. C'est un one-shot. Et en fait, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est la première publication d'une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Shiba Édition et qui est une maison d'édition belge, tenez-vous bien. Ça fait plaisir de voir des maisons d'édition autres que françaises, je trouve ça vraiment cool. Puis en plus, leur logo est vraiment cute avec le petit Shiba et puis sa petite queue. Donc c'est un titre qui est une des premières œuvres de l'auteur de Birdman. Birdman, c'était sorti récemment. Ah, c'est là. Je vous le remontre au cas où vous auriez oublié. Birdman, on vous l'avait présenté lors d'une des vidéos de nouveautés. Donc un shonen entre neketsu, un peu action, un peu psycho. Aussi. Ouais. C'est un manga qui était pour le coup qui est très avancé au Japon. Ils sont en plus d'une quinzaine de volumes. C'est une grosse série. Et nous on est à 1. Donc Laughter in the End of the World, comme je disais, c'est un one shot. Puis c'est un one shot de fantasy un peu médiéval où on suit en fait un démon. Il porte d'ailleurs la marque des démons qui est ici, et c'est un démon qui est lui-même chasseur de démons. C'est ça sa vocation. Il se balade un petit peu dans le monde à travers les villages pour prendre des contrats pour débarrasser les villages des démons en échange de fortes sommes d'argent, parce qu'il est un petit peu vénal. Mais par contre il se déplace aussi avec une petite fille qui est toute mignonne, qui est sa petite sœur. Alors voilà à quoi ressemblent les démons, entre autres. Il y en a qui ont la forme humaine aussi. Sur la première moitié du one-shot, ça reste assez classique, puis un petit peu lent, j'ai trouvé. Je trouvais pas ça très intéressant. Puis sur la deuxième moitié, ça se débloque vraiment. Puis ça devient vraiment plus original. On va avoir une trame où on va explorer un petit peu ce qu'il en retourne à propos de nos deux personnages principaux, le démon puis sa petite sœur. Quelle est la relation qui les lie qu'est-ce qui est lui la raison pour laquelle il a décidé de se lancer dans la chasse aux démons. Et puis on va un peu explorer qu'est-ce qui fait que, parce qu'en fait ce sont des humains qui deviennent des démons, donc qu'est-ce qui fait qu'il y a cette transformation qui a lieu. Puis c'est bien maîtrisé jusqu'au bout. Au final on est content quand ça se termine. Je veux dire c'est la bonne longueur le one shot. Donc au final c'était quand même une belle découverte, même si au début j'avais un petit peu peur. Voilà. Ce truc ça fait beaucoup penser à Clément pour le coup. Oui. Le fait c'est une espèce de mercenaire qui arrive dans les villages. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration de Clément parce que oui, ça ressemble. Cool. Petite série. Ouais. On va garder le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. Alors, on va y aller avec Black Shadow. Attends, il y a Alex qui nous dit ça semble très proche du niveau de dessin de Kekkaishi. Oui, effectivement, qui était sa toute première œuvre. Oui, et clairement. Mais celui-ci est récent. En fait, il a été fait entre. Je croyais que c'était sa première œuvre, mais en fait, non. En fait, c'est Kekkaishi sa première œuvre, et celui-ci a été fait entre Kekkaishi puis Birdman. On va y aller avec celui-là, qui est Black Shadow. On a cru que c'était Black Clover, mais finalement c'est Black Shadow. Ça porte à confusion. Hein.
J'étais curieux, je l'ai vu popper sur les sites, je suis pour ces sites sur Twitter, sur Instagram, je suis les maisons d'édition pour voir ce qui sortent et tout. Ouais. Puis je l'ai vu comme quoi ils ont fait beaucoup de promotions autour du manga. J'en attendais quand même, mais finalement j'ai quand même été un peu déçu. C'est très 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 classique comme shonen. Il n'y a pas vraiment à date de choses qui ressortent. C'est comme on découvre que c'est un jeune garçon qui vit dans un monde où il y a de la magie, mais la magie est amenée assez différemment. Puis ça j'ai bien aimé. Où c'est que chaque enfant en fait a déjà cette magie en soi en fait. Fait qu'il y a des moments où ils arrivent à une espèce de rituel d'initiation en fait, qui fait qu'ils vont faire sortir cette boule. Fait que c'est une petite boule en fait. Puis il y a tout un rituel pour amener en fait cette boule là à se transformer en item en fait, enfin, en artefact, qui fait que cet artefact là va servir de catalyseur à leur magie pour le coup. Qu'ils appellent tout simplement une baguette. C'est ça, exactement. Comme dans n'importe quel truc. Et le truc, il s'avère que le héros, en fait, il est un peu dans la même mentalité que de Boruto. En fait, il est un peu tanné de vivre dans l'ombre de son père. Ouais. Son père qui est un des fameux 12 généraux, donc 12 mages les plus puissants du royaume. Puis il s'avère que à ce fameux rituel, en fait, il fait sortir sa boule, puis il décide de la ravaler en mode fuck off, je fais ce que je veux. Le truc, c'est qu'il va s'avérer que pour le coup, son catalyseur va devenir lui, en fait, tout simplement. C'est qu'il va être capable de pouvoir manipuler la magie différemment de ses élèves. Le truc, c'est que ça va très vite, en fait. Des moments où on apprend ça, en fait, va y avoir une attaque qui va se créer dans la ville, puis on va voir que quelqu'un des gentils, on va pas dire qui, est mêlé. Un gentil est devenu méchant. C'est ça. Et il s'avère que ça va aller très très vite. Il y a des plot twists qui se met en place, qui fait que je sais pas comment expliquer pour pas vous spoiler. Non, faut pas spoiler mais non plus. non, mais c'est ça. Mais il y a un truc qui va se passer qui va faire que l'héros va grandir un peu très vite. Puis c'est dommage. Trop vite en fait. Ouais, c'est dommage parce que en le mettant dans le premier tome, en fait, t'as pas le temps de t'attacher. Ouais. Qui fait que ça passe un peu par la trappe, comme oh, bah, ok, ouais, fine. Puis tu sais, je trouve que 5 volumes après, ça aurait été plus impactant, puis plus intéressant. À voir, normalement on est censé recevoir le 2 dans pas long. Oui. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Les dessins, j'ai bien aimé les dessins, honnêtement. Ils ont un petit truc un peu spécial. J'ai une petite réserve sur les dessins que je vais te partager juste après. Non, fini. Mais non, c'est ça, un shonen bien classique. À voir ce que l'auteur va en faire plus tard. Comme dit, même dans le premier tome, ils amènent directement le concept du tournoi, puis de l'examen et tout ça, un peu comme Naruto. Fait que... Ouais. On va voir. Ouais. Je suis assez sceptique, mais c'est ça. curieux. Moi, j'ai rien contre le classique. Le shonen neketsu classique, quand c'est bien fait, on s'en lasse pas. Je trouve qu'il y a comme une facilité à lire, puis c'est à la fois drôle, ça te porte, totalement. Ça va super vite. Donc j'ai rien contre ça. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment trop. C'est-à-dire que c'est plus classique, c'est que c'est juste pompé. Fait que là, on se dit, ok, on va surfer sur la vague Black Clover, fait qu'on se fait un truc qui ressemble un peu à Black Clover, un petit peu à Boruto, un petit peu à Jujutsu Kaisen, hein, parce que quand même, il avale sa bille de trucs. Fait que, là, tu te dis, bon, il y a une semaine, j'ai lu ça, il me semble, dans un manga. Fait que j'ai trouvé ça un peu abusé au niveau de... je surfe sur tout ce qui marche en ce moment. Donc, je suis pas trop accrochée. Ça arrive de temps en temps avec certains auteurs où en général c'est des lecteurs de tel ou tel shonen, puis même sans le vouloir, c'est ça, ils s'inspirent, et puis ça a toujours été comme ça dans les mangas. Hein. Puis soit ils font ça au début, puis tu sais comme ça ressemble un peu, puis après ça ils trouvent leur truc, puis ils s'en vont vraiment par eux-mêmes. Ou sinon c'est comme vraiment tout copier-coller, puis c'est... Le point positif, j'ai trouvé, c'est son pouvoir, qu'on ne dévalera pas parce qu'on ne le connaît pas tout de suite, mais j'ai trouvé son pouvoir quand même cool. Moi, j'ai trouvé un peu... d'accord. Dans d'autres mangas. Moi, j'ai trouvé sympa. Mais au niveau des dessins, là où j'ai définitivement décroché, c'est à peu près au tiers du manga. Quand je suis tombée sur cette double page absolument atroce. Fait que là, c'est comme la première double page de tout le manga, qui est normalement une scène importante où après ça doit te marquer, il doit y avoir un tournant après. Puis là, elle est complètement botchée, mais vraiment botchée. C'est comme, je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran là, mais
C'est juste complètement inadmissible, cette double page-là. Donc là, j'ai décroché, là, j'ai dit non. Voilà. Je suis un peu moins... Voilà. Je suis plus axé, vu que c'est apparemment son premier manga. Oui. Effectivement. Mais... Fais-moi une double page correcte, s'il te plaît. Bon, puis pour terminer... Avec la plus belle chose qui soit sortie, présentée. Je parle de façon objective. Non, c'est vrai que c'était très bien. Ah, on a un oui derrière de Cédric. À l'arrière. Et qu'on va parler de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Qui est un manga que j'attendais vraiment beaucoup. Qui m'a vraiment fait un bon feeling en fait pour la lecture des premiers chapitres qui ont été mis gratuitement par l'éditeur. Puis c'est même malgré qu'au niveau des dessins, pour moi ça se rapproche plus autour des dessins proches de Hunter x Hunter, les dessins actuels. Oui. C'est avec ce petit côté un peu brouillon qui est mis tout autour. Mais l'auteur joue beaucoup sur ça en fait. C'est comme dans les scènes d'action, il met beaucoup de traits un peu brouillons, puis dans les scènes plus calmes en fait, il travaille vraiment plus son dessin. Au niveau de l'histoire, on va suivre l'histoire de Yuji en fait, qui va être notre héros. Qui essaye de se faire des amis, puis décide d'entrer dans le club de spiritisme de son école. Le truc, c'est que ils sont 3 dans ce club-là, puis ils ont réussi à mettre la main sur une relique démoniaque, mais ils ne le savent pas vraiment. Jusqu'au moment où Yuji va rencontrer un exorciste qui va lui dire que cette relique, c'est une relique de classe S, fait qu'une des plus dangereuses, puis qu'il ne faut pas la laisser dans les mains de tout le monde. Malheureusement. Oups. Et qu'il s'avère que les 2 autres amis en parallèle, au même moment, en fait, vont se retrouver dans le lycée très tard le soir, et vont décider d'ouvrir et de déballer cette relique, ce qui va faire qu'il va tirer des démons, des monstres dans l'école. Le truc, c'est que notre héros et cet exorciste vont devoir les sauver à tout prix. C'est pas ce qui se passe, ils arrivent à les sauver. Puis il s'avère que la relique, il récupère la relique, puis le héros décide de avaler cette relique. Ce qui va faire. Mais c'est dégueulasse. C'est un vieux doigt de momie avec un grand ongle comme ça. Non, il l'avale. C'est dégueulasse. Puis il s'avère que dans le fond, le héros avale ce truc-là. Il le gobe littéralement. Puis pour le coup, il devient possédé. Parce que ce doigt-là, c'était pas le doigt de n'importe qui. C'est le doigt d'un démon millénaire qui a donné pas mal de fil de retard. Le truc, c'est que ce démon-là a 4 bras. Donc ces 4 bras, c'est 20 doigts. Et pour pouvoir conjurer la malédiction, puis de récupérer son corps, il va falloir qu'il avale les 20 doigts. Le problème, encore plus. Le problème, c'est que plus il en avale, plus il se fait posséder, plus le démon a de l'emprise sur son corps en fait. Puis on va voir qu'au fur et à mesure, il va falloir qu'il apprenne à se contrôler, à devenir un exorciste aussi. Puis dans le fond, pour découvrir les autres pièces, les autres doigts et tout ça. C'est très cool. L'univers est très riche, un peu dans le style de One Piece où ils n'hésitent pas de mettre des personnages un peu loufoques, notamment un autre élève de l'école d'exorcisme qui est un panda en fait, mais il est tellement drôle parce qu'il a tous les stéréotypes de panda. C'est notamment de bouffer du bambou en plein cours. Ça c'est drôle. Mais oui, il y a plein de petits moments, c'est quand même assez sérieux comme manga, mais il y a plein de petits moments où ça décroche et ça devient vraiment hilarant. Du vrai shonen pure souche. Puis on aborde souvent les méchants très vite. Puis il y a un concept un peu comme le nen dans Hunter x Hunter qui est vachement intéressant, que je vous dirai pas, vous allez pouvoir le découvrir si ça vous intéresse, mais qui est vachement intéressant, qui a pas mal de choses à exploiter autour de ça, je trouve, et je pense. Moi j'ai trouvé par contre que dans la... j'ai trouvé que dans la manière dont c'était construit, dont on avançait dans l'histoire, ça ressemblait quand même beaucoup à My Hero Academia. Je pense que les gens qui aiment My Hero Academia vont pouvoir pas mal accrocher à Jujutsu Kaisen. Ce qui est pas du tout... c'est pour ça que j'ai enlevé mon par contre, parce que c'était pas du tout une critique, bien au contraire. Non, du tout. Mais donc je pense que oui, effectivement, les gens qui aiment Hunter x Hunter, les gens qui aiment My Hero Academia, puis évidemment ça parle d'exorcisme, donc les gens qui aiment l'exorciste, vous allez quand même vous y retrouver aussi là-dedans. Fait que voilà, bien aimé ça. Alors, juste pour conclure, si t'avais un préféré à élire, ce serait quoi Jujutsu Kaisen. Évidemment. Définitivement, ouais. C'est moi, c'est mon lui. préféré. Moi, c'est lui, mon préféré de la semaine. Yankees. Ouais, ça, c'est mon top. Vraiment.
Fait que, alors, Adrien nous dit, Louis Adrien, excusez-moi, nous dit d'habitude, les auteurs redessinent les mangas à la sortie des tomes quand il y a des erreurs ou quand c'est botché. Comme Oda ou Horikoshi, par exemple. Oui, c'est vrai, effectivement. Bah ouais, on espère qu'avec avec l'expérience, ça va aller mieux. Ouais, mais ça se voit dans tous les mangakas, ne serait-ce que Mob Psycho ou Attaque des Titans. Et plus il va avancer, j'imagine, plus il va avoir de la technique, puis il va s'améliorer. Mais oui, c'est sûr. Puis il va, comme tu disais, il va certainement trouver son style, et puis ça va aller mieux. C'est juste que pour un premier tome, ça laisse un peu sur sa fin. Mais bon, voilà. Fait que voilà un petit peu toutes les nouveautés qu'on a eues cette semaine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks pour nous donner, voilà, pour qu'on sache ce qu'on améliore, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, bref. Merci pour vos remerciements. Et puis on met tout ça sur YouTube. On vous met aussi les liens vers tous les mangas dont on a parlé pour que vous puissiez voir les résumés et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez revoir la vidéo si vous n'étiez pas là pour le live. Et puis ils seront aussi disponibles sur Facebook. Oui. De mémoire. Tout à fait. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Et on se revoit donc. On a un prochain live dimanche. C'est qui fait le live dimanche? C'est Bianca, hein? Ouais, je pense que c'est Bianca. Oui, c'est Bianca avec la musique. Oui, Bianca vous parle des... On est perdu. Bianca vous parle des mangas de musique ce dimanche. Ça va être très très cool. Donc dimanche à midi, manquez pas ça. Puis sinon, le prochain live nouveauté, ça va être jeudi, la semaine prochaine, à la même heure. Exactement. Merci beaucoup tout le monde. Merci guys. Bye bye. Bye bye.